me regardes. Ouais. T'as lancé là? Oui, oui, c'est bon. Et ton code, c'est quoi? Parce que. T'as pas besoin du code. Bah, vas-y, mets-moi directement sur la vidéo. Enfin, sur le. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu me dis hein, quand tu veux. Oui, oui, je te dis. Je suis en train de désactiver. Bonjour à tous, la conférence va démarrer d'ici quelques minutes. Donc, merci à tous ceux qui sont présents et merci de votre patience. Bonjour. On va démarrer là. Il n'y a pas d'autres conférences après. Donc... On va attendre juste quelques personnes qui sont allées chercher. Les meilleurs sont là. J'espère être ému. Mais bon, c'est l'engouement de la France aujourd'hui avec la motion de censure. Hein. Ça a commencé? On va démarrer maintenant. Excusez-moi, j'attendais le bon mot. Mais je crois qu'après, il n'a pas donné. Faire venir tout le monde, ça m'a dit. Ah ouais? Ouais. Je vais juste dire. Bon, je vais démarrer et ça fera venir les autres. Merci déjà d'être là. Je voulais commencer par remercier le Petit Journal pour leur invitation et pour l'initiative qu'ils ont de l'organisation de la maison d'expatriation, parce que c'est quelque chose que je trouve qui est très intéressant. C'est la première année, la première édition, mais on voit qu'il y a déjà eu l'engouement à Hong Kong. On était à Hong Kong il y a 2 jours, ici à Singapour, et on pense que c'est une super initiative. Donc moi, je vais vous parler d'investissement immobilier. Tu peux faire avancer les slides. Je vais me présenter tout de suite. Donc, je m'appelle Manuel Ravier, je suis cofondateur d'un groupe immobilier qui est basé en France. Je suis également investisseur immobilier avec beaucoup de lots détenus. C'est important pour moi de le dire parce que je comprends les problématiques des investisseurs, du fait qu'on a 150 appartements et bureaux loués actuellement en France. On a un parc quasiment plein, on parlera de la tension locative en France qui est un des atouts aujourd'hui. Ce qui représente environ 20 millions d'euros de valeur qu'on détient, donc ça c'est notre patrimoine on va dire personnel. Et on a fait investir à nos clients, tu peux passer la slide suivante, plus de 500 millions d'euros dans l'immobilier locatif en 10 ans, en un peu plus de 10 ans. Le groupe a été fondé en 2012 par Mickaël, mon associé et moi, donc on était 2 personnes sans expérience, on a créé après nos études, il y a 12 ans. Aujourd'hui, on est à peu près 200 collaborateurs au service de nos clients pour les aider à investir dans 20 villes en France, 20 villes ou zones géographiques en France. Je vous ai mis une petite carte des zones où on est présent, c'est pas exhaustif, on ouvre en permanence de nouvelles zones. Par exemple, on a ouvert Poitiers il y a 15 jours. Donc pour ouvrir une zone, on doit avoir une équipe locale et on doit avoir des gens compétents pour chasser des biens, ensuite des architectes d'intérieur pour suivre les travaux de rénovation, meubler, décorer les logements, et ensuite gérer les biens de nos clients, puisqu'on assure également la gestion locative. Donc c'est un service 100% intégré. Alors mon objectif avec cette conférence, c'est déjà de vous donner envie d'investir dans l'immobilier, en France aussi, vous expliquer pourquoi je pense que l'investissement en France est intéressant pour vous qui vivez à Singapour et qui êtes expat à Singapour. On parlera bien évidemment de fiscalité aussi. Et c'est de vous apprendre à le faire, donc que vous le fassiez en délégation avec nous ou tout seul. Nous, on a vraiment l'envie d'évangéliser le marché et de permettre aux gens d'apprendre à investir. À ce titre-là, on a une grosse chaîne YouTube avec 70 000 abonnés, 15 millions de vues, dans lesquelles on a plein de vidéos pour apprendre aux gens à investir même par eux-mêmes s'ils le souhaitent. Je commence par cette image un peu glauque.
Pourquoi j'ai fait ça? Déjà pour capter votre attention, mais parce que en matière de bourse, souvent, il y a une expression qui dit on n'attrape pas un couteau qui tombe. Et du coup, ce que j'ai voulu vous montrer avec cette expression, c'est que la valeur des monnaies se dévalue de manière très forte. Depuis le lancement de l'euro, c'est même plus que ça, puisque le graphique s'arrête il y a quelques années, l'euro face à l'or a perdu 85% de sa valeur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en matière d'investissement, si vous conservez de l'argent sur des comptes, des liquidités, souvent les non-résidents ont des liquidités parce que vous gagnez en général mieux votre vie que les résidents fiscaux français, vous avez moins de fiscalité aussi, donc c'est favorable pour vous. Si vous conservez des liquidités que vous n'utilisez pas pour l'investir, vous vous appauvrissez par le jeu de l'inflation, malheureusement. On dit aussi, pour continuer sur les dictons boursiers, que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et ça répondra peut-être à une de vos questions. Souvent, les gens nous disent, mais en matière d'immobilier, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Je vous ai mis la courbe d'évolution des prix d'immobilier. Bon, là, on voit qu'en fait, les arbres montent jusqu'au ciel en matière d'immobilier. Pourquoi? Même si ce n'est pas totalement linéaire, tout simplement, encore une fois, par le jeu de la dévaluation monétaire. Les actifs, et c'est pareil pour la bourse, ont tendance à prendre de la valeur et ça va continuer. Il y a des périodes de baisse, il y a des périodes où le marché temporise, souffle, et d'ailleurs on est dans ce cas-là en ce moment, mais la valeur des actifs va continuer d'augmenter et l'immobilier va continuer de se valoriser. Notamment le marché immobilier français, qui a de vrais atouts, et je vais commencer par vous parler des fondamentaux de l'immobilier français, du support d'investissement. C'est un marché qui est très résilient par rapport à d'autres marchés dans le monde, parce que la France a un petit peu les avantages de ses inconvénients. Si on regarde la France, on se rend compte qu'on a énormément de fonctionnaires, on a une lourdeur administrative, donc je la subis en tant qu'entrepreneur en France, parce que moi je suis basé à Paris, je ne l'ai pas dit, mais je suis basé à Paris. Et donc, cette lourdeur administrative, cette lourdeur sur les contrats de travail avec nos CDI qui sont très protecteurs, ces lourdeurs fiscales qui sont associées au fait qu'on a beaucoup d'aides pour les personnes qui malheureusement perdent leur emploi. Donc on a, voilà, certains c'est de l'assistanat, je ne parle pas de la politique, mais en tout cas, en période de crise, on voit qu'en fait on a une résistance puisqu'il y a moins de destruction d'emplois et donc le marché repart moins vite qu'aux États-Unis, mais en revanche, en cas de crise, on l'a vu pendant la crise des subprimes, le marché immobilier français résiste beaucoup mieux qu'il ne peut résister à d'autres endroits dans le monde où le marché du travail est beaucoup plus flexible. Un des autres atouts, de la France, c'est ses taux d'intérêt, c'est la partie prêt, puisqu'en tant que non-résident, vous pouvez emprunter, ça c'est la bonne nouvelle. Et les taux d'intérêt sont très bas par rapport à d'autres endroits dans le monde. Par exemple, actuellement aux États-Unis, sur des taux longs, on est entre 6,5 et 7%. En France, on est entre 3 et 3,5%. Dans beaucoup de pays dans le monde, on est sur des taux variables, ce qui a des incidences importantes. Je repense à nos amis du UK, qui ont malheureusement subi la hausse des taux sur les 2 dernières années parce que les taux sont repartis à la hausse partout dans le monde. En étant à taux variable, certains ont eu du mal, ça alourdit leur mensualité de manière conséquente, ce qui a entraîné des ventes en cascade. Certains ont été obligés de revendre leurs biens dans un marché défavorable. On n'a pas ça en France, puisqu'en France, on emprunte en très grande majorité sur du taux fixe. Et enfin, on a des dispositifs, même si on a du mal, pour être tout à fait honnête avec l'actualité, là tout de suite, à avoir de la visibilité sur la prochaine loi de finances, mais on voit quels étaient les projets de cette loi de finances qui a fait l'objet d'une motion, pour lequel le gouvernement a fait l'objet d'une motion de censure hier. On voit un petit peu où on va aller et c'est quand même très intéressant et je vais vous en parler un petit peu après. Donc le marché immobilier en France, il est légèrement orienté à la baisse. Je vous ai mis des slides. Sur les 2 dernières années, on a connu une légère baisse. Il a repris son souffle après une très forte hausse. Et on a vu, notamment dans des villes comme Paris, des prix d'entrée qu'on n'avait pas vus, nous, depuis des années. Ça veut dire que les prix ont dégringolé, ce n'est pas le cas. Sur les petites surfaces, aujourd'hui, on reste sur des prix, malheureusement, encore élevés. Mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'on a des points d'entrée potentiels et surtout qu'on est à un moment charnière. Puisque le marché immobilier est inversement corrélé au taux d'emprunt. Les taux d'emprunt ont augmenté, on était sur des taux qui étaient autour de 1% sur 20 ans, ce qui était incroyable, il y a encore 2 ans et demi, et qui sont passés de 1% à 4,3% de moyenne au pic, qui était en décembre 2022. Moi, j'ai emprunté, pour l'anecdote, sur un projet en décembre 2023, pardon, il y a un an. J'ai emprunté, j'étais à 4 ans plus l'assurance,
J'ai fini à 4,90 TAEG, ce qui était très élevé pour la France. Mais ce n'était pas grave pour moi, parce qu'en contrepartie, j'ai fait une très bonne affaire immobilière, et on va en parler après, mais les emprunts, vous pouvez les renégocier. On a énormément de clauses protectrices des emprunteurs en France. On pourra en parler après dans la section, j'ai fait une petite section sur le financement. Et ça va vous permettre de restructurer votre dette a posteriori, quasiment sans frais. En gros, le calcul que j'ai fait, je me suis dit, j'achète pas cher, entre guillemets, pour le bien que c'est à Paris, du fait du contexte qui est compliqué. Très peu d'acheteurs à ce moment-là, des difficultés de financement des acheteurs, ce qui fait qu'en fait, les vendeurs avaient déjà eu deux acquéreurs avec des refus de prêt. Et je suis arrivé, j'ai acheté sans condition, puisque la banque m'avait validé mon prêt. C'était une succession. J'achète à 6 000 € le mètre à côté du 11e, collé au 11e arrondissement de Paris. Je sais que je fais une affaire exceptionnelle pour très bien connaître le marché parisien, parce que j'ai pu me décider vite qu'il y a des travaux à réaliser, que c'est une succession. Voilà, on va en parler après. Et je sais que je vais renégocier mon taux. Les taux ont déjà baissé sur les plus hauts d'environ 1% en un an. Parce que je fais partie moi, de groupes en fait, des CEO des plus grosses boîtes immobilières françaises, notamment pour ceux qui connaissent IAD, qui est la plus grosse boîte, qui est Nican d'ailleurs. On se retrouve et en fait on parle du marché, on se donne ce qu'on appelle des signaux faibles. Et nous, ce qu'on pense au sein de ce groupe, c'est que les taux vont atterrir, on va voir, sauf s'il y a une guerre en France demain, mais ça ne va pas être le cas, devraient atterrir autour de 2,5% sur le dernier trimestre d'à peu près un an. Donc encore baisser d'environ 1% sur des taux longs à 20 ans. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, ça, je ne sais pas comment vous êtes concernés, vous, par l'aspect retraite. En général, c'est un petit peu plus compliqué quand on vit à l'étranger. On voit en tout cas que la retraite, c'est un vrai sujet, même pour les résidents fiscaux français, puisqu'on a des pensions qui vont être orientées à la baisse, des durées de cotisation qui s'allongent. Et donc aujourd'hui, on a un besoin de préparer sa retraite avec des moyens alternatifs. Et l'immobilier est un des moyens, par ce qu'on va voir juste après, qui est un des moyens les plus intéressants. Ce que je vois, et je veux juste attirer votre attention là-dessus, c'est que moi, on parle avec des clients, on fait environ 500 projets par an. Projet, ça va du studio jusqu'à l'immeuble entier. Et on a vraiment tout type de clients. Je n'ai pas dit d'ailleurs, les expats, c'est 20% de notre clientèle seulement. Bon, elle a tendance à s'accroître, puisqu'on voit beaucoup de départs, malheureusement, parmi nos amis entrepreneurs français. On comprend pourquoi. Mais ce qu'on voit en général, en fait, c'est qu'en matière d'immobilier, c'est des décisions qui sont lourdes pour les gens, pour les investisseurs. Donc, par exemple, vous vous dites aujourd'hui, est-ce que je vais investir dans l'immobilier? C'est stressant, c'est des gros montants. Il ne faut pas se rater. Et donc, c'est des décisions qui sont parfois mûries sur des durées très longues. J'attire juste votre attention sur le fait que, malheureusement, en matière d'immobilier, chaque mois qui passe et où vous n'avez pas investi, c'est une mensualité bancaire que vous ne remboursez pas, c'est un loyer que vous n'encaissez pas. Et si vous ne montez pas dans le train, vous ratez des plus-values futures et de l'amortissement de capital, on va voir après. Et je vais vous illustrer ça avec un exemple. Pour moi, l'immobilier, c'est ce que j'appelle une martingale, positivement. C'est un mot qui peut avoir une connotation négative. Si je me suis lancé dans l'immobilier à l'époque, parce que moi j'ai étudié le droit des affaires et la finance, et je bossais dans une grande banque qui s'appelle Amundi et la direction financière, mon associé a fait les decks, on avait plusieurs voies possibles. On pouvait faire de la finance, mais en fait, on a fait des rencontres, et on a rencontré notamment des entrepreneurs qui avaient eu beaucoup de succès dans d'autres domaines. Un avec une concession automobile à Genève, au moment où Volkswagen fonctionnait avant le Dieselgate, d'autres faisaient d'autres choses, et en fait, à chaque fois, le point commun, ils arrivaient en fin de carrière, c'était l'immobilier, puisque le vendeur de voitures qui avait une concession de voiture avait acheté le bâtiment, et il me dit, mais Emmanuel, tu te rends compte que j'ai gagné autant d'argent avec ce bâtiment que j'ai acheté à crédit en vendant mon entreprise pour partir à la retraite à 55 ans. Et en fait, on s'est dit, mais si on investit dans l'immobilier intelligemment, et si on aide les gens à le faire, ça peut changer des choses. Et je vais vous le prouver, je vais vous montrer, pour vous illustrer et que vous compreniez comment s'enrichir avec l'immobilier, le tout premier projet que moi j'ai fait, à titre perso, mais je peux prendre un projet d'un client. J'ai pris un projet que j'ai fait en fin 2014. J'ai dû attendre deux bilans pour que la banque accepte de me financer. Et j'avais 40 000 € d'apport. Donc à l'époque, je vivais avec ma conjointe et on a acheté un appartement à Paris. On l'a acheté, et je vais vous montrer les chiffres précis, avec 40 000 € d'apport. Et on l'a payé 480 000 €, donc il y avait 30 000 € de frais d'agence. C'était comme très souvent une succession avec des travaux. Il fallait se positionner vite. Je me suis battu, je me suis battu pour l'acheter. Et en fait, ce bien, donc, j'ai fait des travaux. À l'époque, j'ai fait beaucoup de choses moi-même sur les travaux, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de capital, comme vous l'avez vu. Et ça m'a coûté 560 000 € cet appartement qui faisait 80 mètres carrés dans le 11e.
C'était un bon prix pour l'époque, mais si je regarde les prix du 11e arrondissement à l'époque, je pense que le prix était autour de 8 000 € le mètre carré. J'ai acheté avec une décote de 20%. Parce qu'il y avait des travaux, parce que je me suis positionné très rapidement. Aujourd'hui, par le jeu qu'on voit là, c'était il y a tout juste 10 ans, de l'augmentation naturelle des prix du marché, je me suis enrichi, puisque si vous aviez acheté n'importe quel bien au prix marché, vous auriez fait une plus-value latente, parce que je n'ai pas vendu, de 26% sur le bien. Deuxième composant de l'enrichissement sur le projet immobilier, c'est les travaux. J'achète un bien décoté avec travaux, instantanément, je génère une plus-value. J'achète moins cher parce que j'ai cherché une bonne affaire. Ça, c'est les deux composantes. Et la troisième composante d'enrichissement, on le voit ici, c'est l'amortissement du capital. C'est ce que j'ai remboursé chaque mois à la banque, cumulé sur les 10 ans. Ce qui fait que si aujourd'hui, je devais revendre ce bien, je payerais un impôt sur la plus-value. On va parler après d'imposition sur la plus-value, il y a eu des questions. Mais j'ai concrètement 600 000 € de capital avec mon ex-conjointe supplémentaire sur une seule opération. Alors certes, c'est une grosse opération, grosse ou petite, ça dépend des moyens de chacun, mais 500 000 €, c'est pas un petit appart. Mais on voit, et c'est ça qui est intéressant, que grâce à l'effet de levier du crédit, grâce au fait que la banque a accepté de me prêter de l'argent, j'ai transformé une épargne que j'avais de 40 000 € en aujourd'hui une plus-value potentielle, puisque je ne l'ai pas liquidée, j'ai toujours des loyers dessus, de 600 000 € plus les 40 000 € initiaux. Donc c'est comme ça en fait que beaucoup de clients à nous ont créé certains des parcs de 20-30 appartements en locatif au fur et à mesure des années sans être richissimes forcément au départ. La question que je me suis posée et que je vous pose, je ne vous demande pas une réponse, ça regarde chacun, mais c'est combien vous êtes capable d'épargner par l'argent de votre travail et sans faire trop d'efforts. À Paris, moi je gagne très très bien ma vie pour quelqu'un qui réside à Paris, parce que je suis entrepreneur avec une belle boîte, mais pour épargner c'est compliqué. Une fois que j'ai payé mon impôt sur le revenu, l'école des 2 enfants, les logements parisiens, etc., en fait, il va rester, mais c'est compliqué d'épargner. Alors que cet achat-là que j'ai fait, qui m'a permis d'épargner, de thésauriser 600 000 € de plus-value et de remboursement de capital, je l'ai fait quasiment sans effort. Moi, dans ma tête, et je voudrais vraiment que vous envisagiez l'immobilier comme ça, chaque fois, j'imagine un projet immobilier un peu comme une fusée. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup d'énergie au départ pour le décollage, et c'est comme ça que vous devez le voir. Vous allez galérer sur le financement. On peut vous aider, il y a des experts pour les expats qui peuvent vous aider, mais c'est quand même un peu chiant, il y a de la paperasse, c'est pas le plus simple quand on est nos résidents, d'ailleurs même quand on est résident fiscal français, ça peut être frustrant et long, mais vous allez dépenser du temps sur la partie financement. Vous allez dépenser du temps sur le fait de trouver le bien, sur le fait de suivre les travaux, sur le fait de le mettre en location. Mais une fois que vous avez mis votre système en orbite, comme une fusée, et que ça tourne, et il y a un côté magique. Oui, parfois il y a un changement de locataire, parfois l'agence vous appelle et vous dit là, vous avez je sais pas, quelque chose qui a cassé, il faut le changer. Ok. Mais par rapport au fait qu'on peut acheter avec l'argent des autres, donc de la banque, et faire rembourser le prêt par son locataire, si vous avez mieux en termes de placement, je le prends, mais voilà. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est magique, et c'est ce qui nous a permis, nous, d'acheter aussi énormément d'immobilier, et à nos clients, bien évidemment, avec l'effet de levier maximal de la banque. Le secret, c'est quoi? Donc c'est utiliser au maximum l'effet de levier du crédit, on va en parler maintenant du crédit, créer de la valeur en général en achetant des biens plutôt dans l'ancien, et plutôt avec travaux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des raisons fiscales et des raisons de création de valeur. Et choisir des bons produits. Et en matière d'immobilier, l'emplacement est hyper important. Puisqu'on dit, il y a un petit dicton qui dit il y a 3 critères importants en immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Un bien immobilier ne se déplace jamais. Donc si vous achetez au mauvais endroit, vous avez beau le rénover, en faire un château, vous n'aurez pas de locataire, vous n'arriverez pas à le revendre. Si en revanche, vous achetez un bien, et c'est ce que on vous conseille de faire, qui est pourri, qui est dans son jus, qui n'a pas été rénové depuis 30 ans parce que c'était une succession, et que vous appliquez une rénovation milieu haut de gamme, ça va dépendre de votre stratégie, là vous allez vous retrouver avec une pépite que tout le monde va vouloir louer ou acheter demain. Peut-être avant de démarrer sur l'effet de levier pour les non-résidents, je sais qu'il y a souvent des questions, parce que là je dis, bon, ça tourne tout seul, il n'y a pas de risque, vous enrichissez. Souvent, les gens s'inquiètent des impayés. Je veux tout de suite balayer ça. Il y a des assurances loyers impayés qui sont très efficaces, qu'on conseille à tous nos clients, qu'on utilise aussi, et qui ne coûtent pas cher. Ça coûte 2,5% du montant du loyer. Pas du bien, du loyer. Et ça passe en charge. Ça vient gommer de la fiscalité. Le coût final pour vous va être de 1,5% du montant du loyer. Et en cas d'impayé du locataire, il gère absolument tout. Voilà. Ce qui veut dire que vous avez un impayé, l'assurance va prendre le relais. Vous payez votre mensualité tous les mois. Aussi longtemps que restera le locataire, l'assurance payera. S'il y a des dégradations, l'assurance paye.
S'il faut aller en justice poursuivre le locataire, l'assurance paye et gère le contentieux. Vous ne faites rien. Donc c'est quand même pas mal. Je vous conseille à tous ceux qui ont des biens immobiliers de ne pas faire cette économie, de ne pas vouloir prendre l'assurance bien payée. Parce qu'effectivement, on a vu une augmentation sur les dernières années des impayés, qui reste à un taux très bas, puisqu'on est on a environ 4% d'impayés, pas nous, hein, le parc locatif français. Mais c'est un parc qui est inégal. Si vous investissez dans les grandes villes, à des enfants, des étudiants, pardon, des étudiants avec des parents garants, des choses comme ça, c'est très rare d'avoir des impôts. Maintenant, on va parler de l'effet de levier pour les expatriés, puisque les expatriés n'ont pas le même levier que les résidents fiscaux français a priori, puisque les banques demandent plus d'apports. Donc, je vous ai fait une petite illustration chiffrée pour que vous puissiez voir et comprendre. Imaginons que vous soyez résident fiscal à Singapour et que vous ayez 150 000 € d'épargne. Et vous vous dites, j'ai 150 000 € d'épargne et je veux investir en bourse ou dans l'immobilier ou dans autre chose. On va parler d'immobilier ici. Si vous achetez un bien à 150 000 € cash, donc dans la colonne de gauche, ce que je ne vous recommande pas, sauf cas particulier, je vous recommande. Vous allez vous retrouver avec un rendement de 6%, ce qui veut dire que chaque année, vous allez encaisser 10 000 € de loyer entrant. 10 000 € divisé par 150 000, 6%. Okay. Si maintenant vous allez voir une banque et que vous lui dites j'ai 150 000 € d'épargne que je veux mobiliser pour le projet, la banque va vous prêter, parce que c'est à peu près ce qu'elle demande en règle générale, 33% d'apport. Vous allez non plus investir 150 000 €, mais vous allez faire travailler 3 fois plus. 150 000 € de votre argent, 300 000 € prêtés par la banque, vous achetez 450 000 € d'immobilier. Soit un plus gros bien, un petit immeuble de rapport, ça peut être un appartement, on ne va pas sur des appartements familiaux en général pour du locatif, mais, ou plusieurs appartements, ou 2 opérations, ou 3 opérations. Et là, si on fait le rendement maintenant des 6% sur les 450 000 €, donc c'est bien évidemment un rendement qui est 3 fois supérieur, donc vous avez 18% de rendement, ce à quoi j'ai retiré le coût des intérêts, pour être juste, parce que vous avez payé des intérêts, hein, vous n'en payez pas ici, ce qui vous fait une rentabilité sur l'argent investi, sur vos 150 000 €, vous avez un rendement de 14,30% par an, net d'intérêt. Sur un placement, c'est, si on considère tout placement, on porte des risques, mais l'immobilier est quand même un placement très sécurisé. Hein, voilà, je vous ai mis un petit tableau pour que vous puissiez vous rendre compte des chiffres. Donc à gauche, 150 000 € d'apport, à droite aussi. À droite, on a un emprunt de 300 000. On a une valeur immo détenue de 450 000. Avec le même rendement, on comprend bien qu'on fait x3. Donc 9 000 et 27 000 sur les loyers entrants. Et à gauche, j'ai retraité le coût de l'emprunt, sachant que, on en parlera après, mais vous pouvez peut-être baisser demain, si les taux baissent, renégocier, parce que tout le monde fait d'ailleurs dès que ça baisse, vos taux d'emprunt. Et puis il y a d'autres astuces que je vais vous donner après pour les crédits immobiliers. Voilà, donc vous finissez sur un retour sur investissement de 14%, ce qui est quand même très bien pour un actif dit sécurisé. On n'est pas sur de la crypto, même la bourse a plus de volatilité. Je ne dis pas que c'est pas sécurisé, mais voilà. Le contexte bancaire. Donc nous, ce qu'on voit sur le contexte bancaire, c'est qu'on a des taux qui ont déjà baissé. Et je vous l'ai dit, le consensus, c'est... Il y a une incertitude politique, mais le consensus est autour de 3% en début d'année 2025, sur des taux longs à 20 ans, un taux fixe, et autour de 2,5% en cours d'année sur le deuxième semestre 2025. Les banques qui avaient freiné, qui avaient fermé le robinet du crédit, hein, ce qui a fait souffrir beaucoup d'acteurs immobiliers en toute franchise, s'est remis à prêter. Elles ont envie d'aller faire de l'acquisition à nouveau, les banques. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est beaucoup plus facile, même pour des non-résidents, d'emprunter pour investir dans l'immobilier. En revanche, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que peu de banques sont spécialistes des non-résidents. Donc, il y a des départements, on me demande toujours des noms. BNP, un département non-résident. La BRED Espace, que je salue, m'apprécie beaucoup, un département non-résident. La Banque Transatlantique, avec qui on était hier à l'ambassade et qui était présente à Hong Kong aussi, à la maison de l'expatrié, s'occupe spécifiquement, elle a peut-être pourra vous accompagner. Il y a des banques qui savent faire, il y a aussi des courtiers spécialisés. Je crois qu'il y a Crédit Expat, je leur fais de la pub. Voilà. Mais il y a des solutions en tout cas, et vous pouvez emprunter en tant que non-résident. Avec un peu plus d'apport, beaucoup plus. Dernier point, si vous avez la chance d'avoir du capital, parce que je sais que c'est dans des places mondiales comme Singapour, Hong Kong ou Dubaï, donc il y a des personnes qui ont pas mal d'épargne. Ce qu'il est possible de faire, pour ceux qui ont du capital, c'est parfois d'avoir l'effet de levier maximum sur le crédit. Imaginons que vous ayez 300 000, 400 000, 500 000 € de cash. Plutôt que de les mettre dans le projet immobilier, vous allez l'investir comme vous l'auriez fait, ou comme vous le faites peut-être déjà, hein, ça ne change rien à votre stratégie, en bourse, sur des ETF, sur des fonds, sur ce que vous voulez, au sein de la banque. La banque va nantir l'argent. Ça veut simplement dire que vous ne pourrez pas retirer l'argent. Vous pouvez faire des arbitrages en général. Vous pouvez choisir et changer les placements.
ne pourrez pas retirer l'argent puisque en cas de non-remboursement du prêt, la banque va se servir et sur le bien avec une hypothèque et sur le placement financier. Mais l'avantage de ça, c'est que vous avez le rendement boursier d'un côté et de l'autre côté, vous avez parfois 110% de prêt. Vous apportez zéro. Je l'ai fait pour des clients, ce qui est incroyable. Alors, qu'est-ce que vous devez négocier aujourd'hui si vous faites un prêt immobilier? Vous devez négocier la quotité empruntée. Donc, je le dis et je le répète, ne faites pas l'erreur de mettre trop de cash, mettez-en le moins possible. Mettez le cash nécessaire et demandé par la banque pour avoir le prêt, mais mettez-en le moins possible. Négocier un différé toujours pour les travaux, 6 à 12 mois. On a même vu des différés jusqu'à 3 ans de différés sur des immeubles de rapport avec travaux. Alors, il y avait un an de travaux, les clients prenaient 3 ans de différés. Certaines banques le font, hein, c'est véridique. C'est pas le plus commun. Et pendant cette période de différé, vous ne payez que les intérêts, ce qui fait que vous avez plus de cash entrant, ce qu'on appelle un cash flow positif beaucoup plus fort, et ça vous permet de reconstituer votre épargne que vous avez peut-être mis en apport. Vous reconstituez votre cash pour faire votre projet. Les taux, à négocier bien évidemment, même si c'est compliqué aujourd'hui de négocier les taux. Hein, aujourd'hui, les banques sont plutôt en pouvoir de force. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est quand les taux baissent, je l'ai dit, en France, les banques sont défavorisées par rapport à d'autres pays dans leur relation avec les particuliers. Si j'emprunte dans une banque, la banque ne peut pas m'appliquer plus de 2 trimestres d'intérêt de pénalité en cas de rachat. Dites-moi si vous me suivez, mais en gros, ça veut dire que si je fais racheter mon crédit par une autre banque, demain les taux rebaissent à 1,5 ou 2%, dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, je fais racheter mon crédit, et bien la banque numéro 1 qui m'a prêté à 3,5 ne peut pas me faire payer plus que 2 trimestres d'intérêt de frais, donc 6 mois d'intérêt, pas de mensualité. Donc c'est très faible. Deuxième chose que vous pouvez faire qui est hyper intéressant pour tous les gens qui ont peut-être déjà des prêts en cours, ça peut vous donner des idées, c'est que dans les contrats de prêt français, il y a ce qu'on appelle la clause de modularité. Vous écrivez à votre banquier en sortant de la conférence, dans la messagerie sécurisée, « Bonjour, je voudrais exercer la clause de modularité et étaler le plus possible mon prêt » en un mail, et souvent le font quand même signer digitalement, vous allez avoir votre crédit qui baisse de 10%, votre mensualité de crédit qui baisse de 10%, en gardant le même taux. Si vous avez eu des taux à 1% il y a 3 ans, c'est de l'argent à 1%. Et ça rallonge de 10% la durée restante. Voilà. Ça vous permet de restructurer votre dette. Énormément de clients l'ont fait parce que ça va vous libérer de la capacité d'endettement. Vous récupérez aujourd'hui de l'argent à 1%. Il a plus de valeur que l'argent de demain, par la mécanique de l'inflation. Vous pouvez refaire des projets et vous restructurez votre dette. Et l'assurance emprunteur se renégocie aussi à tout moment. Il y a eu des changements législatifs. Ce qui fait qu'en fait, sur l'assurance emprunteur, on peut gagner beaucoup d'argent. Plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une simple assurance emprunteur. Moi, je l'ai fait, mais bon, au tout début, donc ça dépend de votre âge, de plein de critères. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sur mes premiers prêts, quand j'avais 27 ans, on me prêtait avec une assurance emprunteur à 0,25, le LCL, et je l'ai changé, je l'ai courté, je suis tombé à 0,06, divisé par 4. Sur un prêt, j'ai économisé 10 000 euros, voilà, sur la durée, 10 000 euros sur 20 ans. Mais bon, ils sont mieux chez moi que chez le LCL. Alors, je vous ai pris, vous allez voir, il y a 2 petits tableaux. Je vous montre le premier, je vous explique. C'est juste pour vous expliquer le schéma financier et les grandes masses. Imaginons que vous achetiez un appartement. Bon, là, j'ai mis un quartier à Nice, mais j'ai envie de dire, peu importe le lieu. 250 000 euros tout inclus, donc achat, travaux. Quand on parle de budget, on parle de la totale. Achat, travaux, notaire, rénovation, meubles et honoraires. Avec 30% d'apport, ce qui veut dire que vous devez apporter 75 000 euros et la banque vous prête le reste. Donc, si vous vous dites, sur un projet à 250 000, combien c'est la mensualité par mois, ça donne ça. Aujourd'hui, avec un taux à 3,5 et 0,35 d'assurance, vous avez une mensualité, assurance incluse, autour de 1 050 euros par mois. Sur un loyer de base à 5%, vous êtes à peu près à l'équilibre. Il faut calculer les forces de frottement. Fiscal, on va en parler, il n'y en a quasiment pas, ça va dépendre du régime. Mais il y a effectivement des charges de copro à prendre en compte, donc ça se calcule. Ce que je veux vous montrer, c'est que le crédit... donc le crédit ici, 3,5, 0,35, 1050. Là, le loyer, ça c'est l'année 1. Chaque année, les loyers sont revalorisés avec un indice qui s'appelle l'indice IRL. C'est légal, hein, c'est au contrat de bail. L'an dernier, ça a augmenté de 3,5% par exemple. C'est pas tous les ans comme ça. On était en période de forte inflation. Mais le loyer augmente tous les ans. Quand votre mensualité est fixe, et je vais même vous montrer où votre mensualité baisse parce que vous renégociez, c'est la magie de l'immobilier, vous remboursez avec une mensualité fixe alors que les loyers, eux, année après année, vont augmenter. Donc par exemple, ici,
Imaginons que vous renégociez, c'est hypothétique, on ne sait pas jusqu'où vous baissez les taux, mais imaginons dans 2 ans, vous baissez à 2% au lieu de 3,5% et vous renégociez l'assurance, bon ça c'est classique, hein, l'assurance vous pouvez le faire tout de suite, ça baisserait la mensualité à 915 € par mois. Donc on passerait de 1050 à 915. Et si maintenant j'utilise ce que je vous ai dit, la clause de modularité en faisant un seul mail, ça c'est prévu au contrat, hein, on ne peut pas s'y opposer, il n'y a pas de frais, et je sécurise mon taux, vous baissez de 1050 initialement à 823 €. Je vous montre ça pour vous donner des idées sur vos prêts en cours, et parce que l'immobilier aujourd'hui, il faut avoir une approche financière. C'est beaucoup du leverage. L'immobilier, c'est le crédit. C'est ça l'intérêt principal. Le loyer de base à 1040 €, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, il a tendance à augmenter avec les années. Alors, l'opportunité de l'immobilier ancien rénové, pourquoi? Eh bien, je pense que l'immobilier ancien est plus intéressant. En règle générale, on va toujours me sortir des contre-exemples que l'immobilier neuf. Je vous ai mis ici les avantages et les inconvénients. On est aussi capable de vous accompagner dans le neuf. On en fait moins, pour être tout à fait honnête, parce que pour nous, sauf cas spécifique, l'immobilier neuf est quand même en général plus cher à l'achat. Donc, je ne vais pas dire trop cher, mais par rapport au marché, quand on veut faire des bonnes affaires, on est plutôt dans l'ancien, mais l'immobilier neuf a quand même des atouts. Le principal atout, c'est qu'on n'est pas sur des frais de notaire à 8%. D'ailleurs, si vous l'avez vu, il y a un sujet d'augmentation des frais de notaire potentiel dans la loi de finances. Bon, ça, on est venu le voir, on m'a dit, mais t'imagines, Emmanuel, les frais de notaire vont augmenter. Ils augmentent de 0,5. Sur un achat de 200 000 €, c'est 1 000 €. Est-ce que ça me fait plaisir? Non. C'est un mauvais effet d'annonce, comme on sait bien les faire en France, mais ça ne va pas changer l'équilibre financier de votre projet. À Londres, je crois que ça a augmenté de 3%, là, ils viennent de les augmenter. Plus 3. Donc il y a des pays où c'est encore pire. Mais bon. Le neuf, l'avantage, c'est qu'on a les dernières normes de construction, donc on a des audits énergétiques qui sont forcément sur les meilleurs audits énergétiques. Les inconvénients du neuf, c'est qu'en général, on a des prix d'achat plus élevés. À la limite, c'est pas ce qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus, c'est la localisation des programmes neufs. Très souvent, on va vous dire, bah voilà, vous achetez à Nantes. En fait, on n'est pas à Nantes. On est dans la banlieue, nantaise. C'est pas un problème, hein. On paye le prix nantais, on est dans la banlieue nantaise, donc on est mal situé par rapport au prix. Et là, ça me gêne un petit peu plus. L'avantage de l'ancien, c'est qu'on peut choisir les meilleurs emplacements, puisque a priori, si vous allez dans les centres des grandes villes, il y a peu de foncier disponible, donc les promoteurs ne peuvent pas trop construire. Et quand vous avez un programme neuf à Paris, c'est des prix délirants. Vous allez pouvoir défiscaliser les travaux de rénovation. Qu'est-ce que ça veut dire défiscaliser? Ça veut dire que les travaux, selon le régime, on va parler après de fiscalité, vont s'amortir et vont venir gommer de la fiscalité. Vous allez avoir des charges en général plus faibles. Donc quand on va choisir des immeubles où on a moins de services, puisque c'est du locatif, on ne va pas forcément choisir, sauf si vous nous le demandez, si on est dans une approche investisseur, pas forcément des immeubles où on a des ascenseurs, des gardiens, on va essayer d'éviter ça, parce que c'est des charges à payer que vous ne retrouvez pas dans votre rendement en tant qu'investisseur. Et donc on peut générer plus de plus-value demain. En revanche, dans l'ancien, les performances énergétiques, et on en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui me disait qu'il avait un logement qui était classé, il disait Z en plaisantant. Mais c'est pas Z, c'est G, passoire thermique. Donc on peut travailler, et on le fait quand on rénove un bien, bien évidemment, on remplit les nouvelles conditions environnementales, il y a des lois là-dessus, je vais vous épargner les détails, mais il y a un calendrier qui a été fixé par le gouvernement, il faut isoler les logements, et on le fait, ça rentre dans le cadre de la rénovation, donc c'est pas un problème. C'est un problème pour ceux qui ont un logement depuis très longtemps, qui peuvent pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas le cash pour faire les travaux. Là, c'est un problème. Mais si vous empruntez pour les travaux dans le projet, on remettra aux meilleures normes environnementales vos logements. Voilà, la bonne séquence pour réussir, c'est quoi? C'est de bien définir votre projet. Donc ça dépend en fait de vos objectifs à vous. Des fois on dit c'est quoi le meilleur projet? Il n'y a pas de meilleur projet. J'ai des clients qui me disent je voudrais avoir un pied-à-terre demain à Nice. On fait beaucoup de projets à Nice. Nice qui est une super ville. Voilà, donc ça c'est leur projet. Si on investit à Nice, on n'aura pas la meilleure rentabilité qu'on pourrait avoir dans d'autres villes de France. À Rouen, on a plus de rendement qu'à Nice par exemple. On fait aussi pas mal de projets à Rouen. Si vous me dites, moi ce que je veux c'est un pied-à-terre à Paris peut-être pour demain si mes enfants sont étudiants sur place, on arrivera à vous faire du rendement. Mais on n'aura pas le même rendement que si on vous emmène au Havre. Au Havre, on peut monter à 8% de rendement, même parfois plus en courte durée. Parce que au Havre, on a le droit de faire de la location touristique. Donc on peut dépasser les 10% de rendement. Vous voyez? Mais ce n'est pas le même projet encore une fois. Donc ce qu'il faut que vous sachiez déjà, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec votre projet immobilier. Est-ce que c'est uniquement un placement où vous visez le maximum de rendement, dans une approche purement financière? Si c'est le cas, on va vous emmener faire du saisonnier à Toulon, du saisonnier au Havre, et là vous aurez des opérations qui seront très 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 rentables. Si vous dites, moi je veux plutôt du patrimonial, et j'adore la ville, par exemple de Lyon, ou de Nice, ou Vannes, il y a souvent des amis bretons dans les salles, on va être capable de vous accompagner à Vannes pour faire une bonne opération, meilleure
qu'une opération moyenne sur le marché, mais on n'aura pas les rendements qu'on devra avoir encore une fois. Voilà, une fois que vous avez défini votre projet, il faut trouver le bien, donc chasser le bien. Ensuite, il faut financer le projet. Comme je l'ai dit, ça c'est un petit peu fastidieux. Donc on signe un compromis, on va parler avec la banque, négocier les conditions, lever de la dette, et ensuite on signe l'acte authentique. Ensuite, on réalise des plans, on challenge des devis d'entrepreneurs, on fait un cahier des charges très structuré parce qu'on a des architectes au sein de l'entreprise. On meuble, on décore le logement selon vos souhaits. On va tout vous proposer et après vous disposez, ça reste votre bien. Si vous me dites, moi ce que je veux c'est faire du plus haut de gamme parce que je veux pouvoir l'utiliser, on est capable de ça. Ensuite, on va, si vous le souhaitez, pouvoir gérer la location des biens. C'est souvent aussi quelque chose qui peut être ennuyeux dans l'immobilier. On n'a pas envie de parler au locataire quand il y a une chaise d'eau qui casse ou parce qu'il est un peu en retard sur son loyer. On préfère déléguer ça. Donc ça, on le fait aussi. On gère 2000 appartements au quotidien pour le compte de nos clients. Et ensuite, comme je l'ai dit, une fois que vous avez mis votre système en place, votre premier, très souvent, les clients reviennent et disent, en fait, c'est génial, quoi. Ça y est, les loyers rentrent, c'est réel. On a besoin de le voir une première fois. Et là, vous recommencez l'opération tant que la banque vous prête et tant que vous pouvez le faire. Manuel, juste un petit peu en timing, il nous reste 3-4 minutes pour la présentation. Si on veut avoir des questions après, donc 3-4 minutes. Merci à toi. On a bientôt fini. On va peut-être parler un petit peu de fiscalité. Donc, créer de la valeur avec les travaux, je vous ai mis, voilà, vous avez compris, on crée des choses qui plaisent au maximum de locataires. On n'est pas là, par exemple, pour mettre un mur rose. Une fois, une cliente me l'a demandé. Et je lui ai dit, c'était un appartement parisien, il voulait faire des choses en rose, parce qu'il adorait cet univers. Et je lui ai dit, à mon sens, c'est un peu dommage parce que vous allez vous couper d'une clientèle de locataires masculins, mais si c'est votre souhait, elle m'a dit, c'est mon souhait, pas de problème, mur rose. C'était joli, mais voilà. Mais en règle générale, on fait des choses qui correspondent au maximum de gens pour que quand le locataire rentre, ça soit très bien équipé et ça crée le coup de cœur. Par contre, on n'est pas non plus sur des prestations de luxe parce qu'on cible des étudiants jeunes actifs. Et donc, si vous meublez avec du Roche-Beaubois, par exemple, vous n'allez pas le retrouver dans votre loyer demain. Je l'ai dit déjà, rénover et meubler, pourquoi c'est plus intéressant? On va parler de fiscalité tout de suite, mais vous allez payer moins d'impôts parce que vous allez amortir les travaux et amortir les meubles, moins de frais d'entretien parce que tout a été refait à neuf. Donc vous êtes tranquille pendant des années sur l'électricité, la plomberie, le sol, la peinture, etc. Et vous créez de la charge intelligente puisque vous avez acheté des côtés un bien qui n'était pas coup de cœur et vous en faites un bien coup de cœur. Le meublé fonctionne très bien. On arrive aujourd'hui à avoir des locataires vraiment de qualité quand on fait les choses bien. Et des gens qui choisissent de payer un petit peu plus cher parce qu'ils ont plus de services et plus d'équipements au sein de logement. Bon, avantage sur les petites et les grandes villes. Donc, je n'oppose pas, moi, les investisseurs. Il y a des investisseurs qui préfèrent aller dans des villes de taille moyenne ou plus petites. Je disais, on a ouvert Poitiers, on fait des choses à Dijon, à Poitiers, donc dans des villes qui sont pourtant dynamiques, surtout avec les étudiants. Mais l'avantage globalement des grandes villes, c'est que vous avez plus de liquidité à la revente, plus de tension locative en règle générale, des prix qui historiquement se sont plus appréciés dans le temps. Voilà. Alors que dans les petites villes, vous avez une rentabilité qui est plus intéressante. Petit point sur la taxe foncière. La taxe foncière qui est un des sujets, puisqu'il y a eu des augmentations de taxe foncière, donc quand on regarde ça de l'extérieur, ça peut sembler dramatique. Parfois, quand on lit des articles de presse, à Paris, c'est environ 2 semaines de loyer, la taxe foncière. C'est rien. Même après les augmentations, on n'est pas content. Moi, je suis parisien. Je ne suis pas content de la politique menée par notre maire, qui va bientôt partir. Mais pour autant, je relativise sur mes taxes foncières, même si elles augmentent, elles restent excessivement faibles par rapport, quand on regarde aux US, aux property tax ou à ce genre de choses. Où là, c'est vraiment quelque chose de sale. Désolé. Pas de souci. Donc, je vous ai mis double paradis fiscal, surtout pour vous, pas pour moi, puisque la première chose, c'est que vous êtes à Singapour, donc tous les revenus entrants immobiliers sont taxés dans le pays où se situe le bien. Donc, vous n'avez pas à payer une double imposition. Alors, vous allez me dire, mais il y a toujours des conventions fiscales, donc il n'y a jamais de double imposition. J'étais à Londres il y a un mois, on a des clients à Londres, on en a beaucoup d'ailleurs. À Londres, par exemple, que vous ayez à peu près la différence en tête, on va le voir, vous n'allez pas payer d'impôt en France. Et donc, Londres dit, UK dit, comme vous n'avez rien payé en France, ce n'est pas une double imposition. Donc, moi, je corrige avec l'impôt que vous auriez payé si votre bien était basé au UK. Et là, ça pique, puisqu'on réintègre les revenus locatifs dans le revenu global, et au-delà de 50 000 pounds de revenus, de travail, leur imposition est à 40%. Donc, c'est lourd. Bon, ce n'est pas votre cas, donc on va parler de la fiscalité française. En matière de fiscalité française, bon, c'est dur pour moi aujourd'hui, l'exercice est un exercice d'équilibriste du fait du contexte, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va avoir sur la loi de finances
Je vais vous parler peut-être de ce qui existe aujourd'hui, puisque a priori, comme le gouvernement a été renversé, on devrait revenir sur la loi de l'année dernière, et je vous dirai quels étaient les changements qui étaient prévus. Donc, en gros, si vous louez en meublé, un bien que vous achetez en direct, donc c'est pas à travers une société. Donc là, c'est quelque chose que vous achetez en direct, soit seul, en nom propre, soit en indivision, avec conjoint ou quelqu'un de votre famille. Donc là, vous avez des revenus de location meublée, je vous conseillerais toujours le meublé. Si vous êtes en dessous de 23 000 € de loyer entrant, c'est peut-être le cas, hein, vous avez peut-être déjà des biens en France, vous allez être ce qu'on appelle LMNP, loueur meublé non professionnel. Si vous êtes au-delà de 23 000 € de recettes brutes, vous devenez LMP. Le projet de réforme de la loi de finances prévoyait de supprimer le régime LMNP et de fusionner avec, avec un système de revenus fonciers. En gros, mon conseil, si ça se produit, sera de passer dans le régime LMP, qui est en fait un régime hyper intéressant, même sur les plus-values. Il y a des abattements sur les plus-values, on en parlait, mon collègue Nicolas en parlait tout à l'heure sur la fiscalité. Il y a des abattements sur les plus-values à partir de 15 ans de détention. Il y a de très gros abattements. J'allais le dire, vous payez zéro sur les plus-values long terme, et vous payez un petit peu sur les plus-values court terme. C'est compliqué la fiscalité française. Voilà, ce que vous devez garder en tête, c'est que si vous êtes LMNP ou LMP, vous allez payer en fait 20% plus la CSG, donc 37% d'impôts, jusqu'à 27 000 € de bénéfices. Donc comment ça se calcule? Vous avez vos loyers entrants, vous allez déduire les amortissements, vous allez amortir le bien. Donc en gros, un bien à 100 000 €, s'il est basé à Paris par exemple, votre bien, on va enlever 15 000 € de valeur qui correspond à la valeur foncière du terrain qui ne s'amortit pas. Ok, vous me dites si vous ne suivez pas. Donc il va rester 85 000 €, ça c'est le comptable qui le fait de toute façon. Et les 85 000 €, pour schématiser, vous allez les amortir, mettons, sur 25 ans. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je schématise. Vous divisez 85 000 par 25 ans, et chaque année, vous passez une partie en charge. Vous allez faire pareil sur les travaux, vous allez faire pareil sur les meubles. Les meubles s'amortissent sur 7 ans. Les travaux, ça dépend du type de travaux, 10 à 15 ans. Et ensuite, vous allez passer vos charges, taxes foncières, toutes vos dépenses, frais de gestion, charges de copro. Et arrivé au bout, vous allez avoir un bénéfice imposable pendant des années, hein, en général on dit de 10 à 15 ans, qui va être fiscalisé à 37%, mais sauf que c'est 37% de 0 €. Vous n'allez pas payer d'impôt sur les revenus locatifs. Vous n'en payerez pas en France, vous n'en payerez pas à Singapour. Pendant des années, grâce à l'amortissement et au déficit, puisque je n'ai pas évoqué ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que les frais de notaire aussi passent en déficit. Les frais d'agence aussi. Et donc ça va vous créer un résultat négatif, ok? Et ce résultat négatif, vous pouvez le reporter pendant 10 ans. Donc ça gomme en fait l'impôt. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a fini ces 10 années? Vous allez avoir encore l'amortissement du bien, encore l'amortissement des travaux, encore toutes les charges qui passent en charge. Donc ça va augmenter petit à petit. Vous allez peut-être payer 37% d'impôt, mais sur 2 000 €. Ça va être très faible encore. Petit à petit. Voilà. Et si vous faites de nouveaux projets immobiliers en meublé, ça va venir compenser. Et c'est pour cette raison-là que moi, je n'ai jamais payé d'impôt sur mes revenus locatifs, encore à ce jour, malgré tous les biens que j'ai. J'en ai en travers des sociétés, d'autres en direct, en LMNP. Et en fait, je n'ai jamais payé de bien parce qu'à chaque fois que je rachète un bien, le dernier que j'ai acheté, j'ai 50 000 € de frais d'agence et notaire. Ils vont me recréer un déficit qui vient s'imputer sur le reste et redécaler à nouveau l'année d'imposition où ça va commencer, où je vais commencer à payer des impôts. Donc, on a une fiscalité qui est neutralisée pendant la phase de création de richesse et c'est super parce que ça vous permet en fait de développer un patrimoine. En revanche, vous allez payer effectivement un impôt sur les plus-values à la sortie selon la durée de détention. Et cet impôt sur la plus-value dépend, par exemple, si on est en LMP ou en meublé professionnel. Je le disais, on a 10% d'abattement par an à partir de la 5e année. Donc, si vous le gardez, mettons 7 ans, vous avez 20% d'abattement sur la plus-value. Si vous le gardez 15 ans, votre bien, vous ne payez plus d'impôt sur la plus-value long terme et vous payez un peu sur la plus-value court terme. Plus-value court terme, c'est les amortissements qui sont calculés pendant la durée de détention. Manuel, une question après si oui, alors justement, en distanciel, on va arrêter dans 2 minutes. On a 2 questions, je te les pose et puis après, tu peux continuer. La première question, c'est Stéphanie. Bonjour, le dispositif Pinel est-il applicable lorsqu'on est résident à l'étranger? Non, puisque le dispositif Pinel, l'objectif, en fait, c'est de baisser son impôt sur le revenu en France. Donc, oui, si vous avez de l'impôt sur le revenu en France, c'est ça la question. Je ne suis pas spécialiste du Pinel, le Pinel s'arrête de toute façon. Donc, il s'arrête, le programme a été arrêté. Ils ont donné un sursis de 3 mois. Mais j'ai jamais été très favorable au régime de défiscalisation. Souvent, c'est pour les résidents français. Et en fait, ils vendent plus de la défisque que de l'immobilier. Donc souvent, c'est des programmes qui sont un petit peu chers pour ce que c'est. Mais voilà. Ok, merci Manuel. Deuxième question, est-ce qu'il vaut mieux acheter avec une SCI ou en notre nom?
Ça va dépendre de l'enveloppe budgétaire. J'ai fait tout un dossier qui a été repris il y a 3 jours dans le Figaro sur les SCI et l'IS. Un beau dossier, j'étais content. Où j'ai fait plein de calculs. On a un simulateur sur le site où vous pouvez voir exactement combien il faut investir aujourd'hui. C'est ça le sujet de mon article. Combien investir aujourd'hui dans l'immobilier pour avoir une retraite net de tout, de 2 000 € par mois à l'horizon quand vous aurez payé votre crédit. J'ai déconstruit en fait toutes les strates fiscales pour arriver à savoir le montant. Et le montant à investir, je ne l'ai pas en tête, mais vous le retrouvez soit dans l'article, soit sur notre site. Il est autour, je crois, de 540 000 € de valeur immobilière. Donc, vous divisez par 3 et vous avez votre rapport. Voilà. Et donc, concrètement, je l'ai fait pour des résidents fiscaux français. On va payer dessus la flat tax sur les bénéfices distribués par la SCI et l'IS. On va payer la flat tax, on va payer l'IS, évidemment, l'IS qui a 15% jusqu'à 42 000 € de bénéfices au sein de l'entreprise. Et ensuite, j'ai calculé l'augmentation des prix de l'immobilier sur 20 ans avec une clé de 1,5% d'augmentation par an. Il faut savoir que sur les 20-30 dernières années, on était à 4% d'augmentation. J'ai pris une hypothèse plus basse, évidemment. Et un rendement locatif sur ce qu'on sait faire en immeuble de rapport, parce que je ne l'ai pas dit, mais on fait beaucoup d'immeubles pour des clients, sur des projets entre 500 et 1 million d'euros. Les immeubles avec plusieurs logements en périphérie parisienne ou dans des villes de taille moyenne, ça marche très bien, les immeubles de rapport. Et on arrive à avoir des rendements 7-8% bruts. Et donc, ça vous fait un rendement net à 5,5-6%. Ok, merci Manuel. Du coup, j'ai pas d'autres questions dispensées. Je te laisse poursuivre. Si tu peux juste finir dans quelques minutes et puis après on passera le micro. Merci. Alors, ça c'est une faute. En fait, j'aurais dû me mettre là pour être face au. Voilà, donc l'idée c'est. Bon, je l'ai mis ici. La SCI et l'IS, c'est un outil qui est effectivement intéressant aussi pour la transmission de patrimoine et faire ce qu'on appelle du démembrement. C'est juste que la SCI et l'IS est un petit peu plus lourd. Ça, vous allez devoir payer une comptabilité qui est un peu plus coûteuse, puisque quand vous faites de la location meublée, vous avez aussi un comptable, mais ça coûte quasiment rien. Par contre, en SCI et l'IS, c'est un petit peu plus cher. Vous pouvez passer des amortissements, des charges, et voilà, vous pouvez faire des montages plus complexes. Ça peut être intéressant, notamment pour les entrepreneurs qui ont des sociétés qui veulent faire circuler le cash. On a beaucoup de clients qui sont des chefs d'entreprise et qui ont une holding au-dessus. Et notamment quand on est soumis à la fiscalité française, qui peut être lourde, en fait, les bénéfices circulent d'une boîte à l'autre. Et au lieu de mettre de l'apport avec leur argent à eux, c'est les sociétés d'exploitation qui remontent l'argent, et l'argent redescend en convention de trésorerie pour faire l'apport auprès de la SCI et l'IS. Voilà, bon là, je ne sais plus quoi mettre, puisque j'ai changé la slide il y a 2 jours, mais ça a déjà été rechangé. Le régime micro, on est toujours sur 50% pour l'instant et pas 40%. Toujours 50% d'abattement. Donc ça, c'est si vous ne souhaitez pas utiliser le régime réel, vous avez la possibilité d'avoir une comptabilité simplifiée, 50% d'abattement en location meublée. Et moi, je vous conseille vraiment ce régime-là, LMNP ou LMP, avec ce que j'ai dit. On va passer des choses en charge, on va avoir un déficit reportable des amortissements et donc un bénéfice imposable pendant de nombreuses années qui sera à 0 €, et ce qui va vous permettre de faire plusieurs projets et de développer votre patrimoine. Voilà, petit récap de ce qu'il faut faire. Donc, il faut utiliser l'effet de levier bancaire au maximum. Ceux qui ont la chance d'avoir des liquidités, peut-être investis sur des supports boursiers, négocier avec la banque dans laquelle vous êtes ou avec une nouvelle banque, de rapatrier des actifs, de nantir pour avoir le rendement boursier d'un côté, le rendement immobilier de l'autre. La Banque Transatlantique le fait, j'en parlais avec eux. Donc, si vous avez besoin d'un nom, je crois qu'ils font partie du réseau Le Petit Journal. Investir dans l'ancien avec travaux pour créer de la valeur, donc chasser des affaires sous-côté, appliquer des travaux de rénovation pour repartir sur une base saine pour de nombreuses années, le bon DPE, donc la bonne performance énergétique, et amortir les travaux et les meubles, choisir le bon régime fiscal. Ça évoluera peut-être, on en reparlera, on fait très régulièrement. Donc, toutes les semaines, on a des rendez-vous visio avec notre base de personnes qui nous suivent, donc on en reparlera dès que ça sera défini. Et détenir dans la durée, parce que vraiment en matière d'immobilier, le temps change absolument tout. Je finirai là-dessus. Je l'ai dit, il faut investir le plus tôt possible, je le pense vraiment, parce que chaque mois qui passe, une fois que le système est mis en place, vous vous enrichissez. Et deuxièmement, je vois parfois des gens, dès qu'ils ont une plus-value latente de 20, 30 000, 50, alors ça dépend de votre fortune, euros, ils se disent « Ah purée, t'imagines, si je revends le bien, je gagne 50 000 €. » Alors moi, je revends quasiment aucun bien. Ne revendez pas si vous n'avez pas besoin de l'argent. Sauf s'il y a des sujets fiscaux. Si vous tombez dans quelque chose où au bout de trop d'années, vous avez tout amorti, vous êtes trop lourdement imposé, on peut en parler. Mais utilisez vraiment, parce que mettre en place un projet immobilier, ça prend du temps. C'est quand même de l'énergie, la phase initiale. Donc après, il faut la rentabiliser, laisser tourner le système. Et si vous avez de la plus-value, vous la réaliserez le jour où vous en avez besoin. Mais si vous n'avez pas besoin de vendre, continuez de rembourser du capital à la banque et de laisser tourner votre système.
Bon voilà, je vous ai mis globalement la chaîne de valeur sur laquelle nous on intervient avec nos collaborateurs. Donc on gère la recherche des biens. On a 60 chasseurs répartis sur les différentes villes de France qui sourcent des opportunités pour le compte de nos clients. On a des architectes d'intérieur en général. Quand il faut un vrai architecte, on en a aussi. On a plutôt des architectes d'intérieur. On ne fait pas du gros œuvre. On gère l'ameublement et la décoration. Et ensuite, on a toute la partie gestionnaire immobilier pour que vous puissiez, depuis l'étranger, faire votre projet, même si on n'est pas une boîte à expat. Je sais pas, c'est pas une critique, mais ça me fait un peu penser parfois aux resto touristes. Et nous, on a 20% de nos clients qui sont des expats. On adore cette cible, mais voilà, on a 80% des gens qui sont sur place, en France, qui connaissent le marché aussi, et qui investissent avec nous. Donc, on peut le faire soit sur place, soit depuis l'autre bout du monde. Donc, vous pouvez regarder notre site, nos avis, trouver le dossier SILIS. Donc, je finirai avec cette slide, puisque j'ai voulu filer la métaphore. Est-ce que vous allez continuer à essayer d'attraper des couteaux qui tombent en laissant votre épargne dormir? C'est pas ce que je vous souhaite. Moi, je vous souhaite de passer à l'action, avec ou sans nous, peu importe. Mais moi, j'y crois dur comme fer. L'immobilier enrichit énormément, donc mettez en place vos propres systèmes d'enrichissement. Merci beaucoup, Manuel. Donc, on va passer aux questions. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Qui veut prendre le micro, poser une question? Manuel qui a fait une très bonne présentation. Bravo. Oui. Merci, oui. Autant quand les taux d'intérêt varient, on comprend qu'on puisse renégocier. Mais comment est-ce que tu expliques que les assurances peuvent être négociées? C'est une disposition de la loi. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ils sont obligés de vous laisser partir. Les banques sont obligées, parce que ce qui se passe dans les assurances emprunteurs, ah oui, je ne l'ai pas dit, ça c'est un point hyper important. L'assurance emprunteur, c'est quoi? L'assurance emprunteur, elle peut couvrir différentes choses, mais en gros, la banque se couvre du risque de décès ou d'incapacité. Donc elle vous oblige en général à souscrire une assurance sur du locatif. On couvre soit 50% de la quotité du capital, entre 50 et 100%, mais ça dépend en fait de ce que veut la banque. Certaines banques vont dire, là vous êtes quand même pas mal endetté, je préfère être couverte à 100%, et sur du locatif, parfois on a 50%. Pourquoi c'est, je vais répondre à votre question, mais pourquoi c'est génial d'avoir une assurance emprunteur? C'est que par exemple dans mon cas, si malheureusement, comme dit mon notaire, il me dit toujours ça, il me dit si tu as la mauvaise idée de mourir, j'ai 2 enfants. Déjà, je pense que c'est assez compliqué de perdre quelqu'un qu'on aime. Je sais que tous mes prêts, automatiquement, sont remboursés. Pas tous, parce que j'en ai à 50%, mais ils deviennent riches en immobilier, avec des revenus locatifs, et donc leur avenir est assuré. Malheureusement, moi, j'ai perdu ma maman il y a 2 ans. Comme ça, c'était pas prévu. Elle avait bien 62 ans, tout juste à la retraite. En une semaine, malheureusement, elle a disparu. Et ils avaient fait un prêt sur leur maison avec mon papa. Ils venaient de se construire une nouvelle maison. Ça n'enlève absolument rien, mais bien évidemment, à la complexité. Mais financièrement, il a au moins de difficultés sur le remboursement du crédit restant. Il n'y a pas de difficulté du tout, même. Mais voilà. Donc, il faut aussi penser que quand vous faites un prêt immobilier, c'est aussi comme si vous souscriviez un genre d'assurance vie, pas d'assurance vie dans le sens placement, mais vous protégez les gens que vous aimez. Et c'est quand même pas mal. Maintenant, souvent, les banques vont vous mettre une assurance groupe. Ce qu'ils appellent l'assurance groupe, c'est qu'en fait, toutes les assurances emprunteurs, en général, sont quasiment toutes possédées par des groupes bancaires. Et c'est un produit vache à lait. C'est un produit sur lequel ils margent énormément. Et donc, en fait, pendant des années, c'est un peu un chantage. La banque, elle accepte de vous prêter, mais en échange, après, ça fait partie du jeu, ils sont pas philanthropes. En échange du prêt, elle va vous coller une assurance groupe qui va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins élevée selon votre âge, selon plein de choses. Mais vous avez le droit à l'accourter. Il y a eu des dispositions, je crois que c'est la loi Hamon, et vous avez le droit tout simplement. Si vous leur dites au début, parfois même ils acceptent de négocier avant même de vous prêter l'argent. Mais ensuite, vous pouvez partir, et il y a plein de courtiers, même en ligne, qui vous aident à faire ça. Le meilleur taux, je n'ai pas d'affiliation. Ils ont un service client exceptionnel, gratuitement, sans frais. Ils vous prennent votre assurance, et ils vous trouvent la meilleure et ils vous la courtent. Okay. Hyper simple. De mon côté, en fait, j'étais déjà passé par un courtier. Il m'avait autorisé à passer par un courtier d'entrée. En fait. C'est pour ça que je demandais. Ouais. Mais en fait, le cas où tu peux renégocier, c'est bien lorsque tu n'as pas eu accès à un courtier d'entrée. Tout à fait. Mais ça se regarde quand même. Parce que même parfois, après il faut considérer la banque comme un partenaire. Je ne suis pas là pour dire il faut tout leur enlever, il faut que les banques gagnent de l'argent. Mais parfois, les assurances sont vraiment très élevées, donc ça vaut le coup de quand même l'accorder. Pareil, là, c'est un très bon point. Si vous avez des prêts en cours, parlez avec vos conseillers. Moi, j'ai appelé le CIC qui m'a prêté sur mon prêt à 4,90. Je l'ai appelé là, il y a 3 semaines. Je lui ai dit, bon,
les taux ont baissé, pas encore assez, j'ai pas forcément envie de le renégocier tout de suite, mais je veux le renégocier un petit peu plus tard. Et il m'a dit oui, tout à fait, mais il me dit à ce moment-là, tu me sollicites, plutôt que d'être dans une autre banque, il préfère lui-même baisser son taux. Sinon, il perd un client. Donc, imaginons que les taux, je puisse avoir 2,5 dans une autre banque. Souvent, ils vont vous dire, bon, tu restes chez nous et je te le fais à 2,7. Donc, ils sont un petit peu plus chers, mais vous n'avez aucune paperasse à faire. Donc, c'est win-win. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière question? Pas de dernière question? Tout est clair? Si vous avez des questions perso, donc n'hésitez pas à passer aussi, on a un stand. Et à nous solliciter, ça serait un grand plaisir. Merci Manuel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Je t'ai pris des vidéos au début. Non, je vais le faire. Merci beaucoup, Manuel. Terminé l'événement.